ce qui pouvait se passer au niveau des postes de travail quand on parlait de sécurité. Et aujourd'hui, nous avons souhaité aborder un côté plus important et qui touche toutes les entreprises, c'est la donnée. Comment sécuriser les données de l'entreprise contre toutes les menaces qui existent aujourd'hui. Donc, on a avec nous aujourd'hui M. Henny Sofiane, qui fait partie de l'équipe ForcePoint et qui s'occupe entre autres de la Tunisie. Et donc, c'est lui qui va nous parler de ce volet particulier de la sécurité. Henny, bonjour. Bonjour, Si Khaled. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci à vous. Très bien. Parfait, parfait. Alors, je vous laisse la parole. Parfait, parfait. Vous voyez mon écran? Parfaitement. Très bien. Alors, bienvenue à tous. Merci à Si Khaled et à SPG d'avoir organisé cette série de webinaires, cet événement, qui nous permet quand même d'avancer, d'échanger dans ce contexte très particulier qui est le Covid. Alors, en fait, le sujet aujourd'hui, c'est la protection des données de façon globale, mais quand même, ça reste spécifique. Aujourd'hui, la présentation, elle est un peu, on va parler de la protection de données dans un contexte qui est très marqué par la pandémie du Covid. Et j'ai titré ça « Une post-pandémique era ». Je suis optimiste qu'on va passer cette étape. Il y a de bonnes nouvelles qui sont sorties là hier avec l'annonce d'un début de vaccin. Et en fait, par contre, la constante, la chose qui est certaine, c'est que comment on fera notre business, comment on interagit avec notre quotidien, en fait, va changer complètement. Il y aura une avant et après Corona. Je ne pense pas qu'on reviendra dans un mode de fonctionnement qui était le nôtre avant. Et justement, par exemple, ces deux chiffres sont très parlants. Le premier, 82%, c'est une analyse qui a été commandée par Microsoft concernant les attentes des managers et des employés pour ce qui est de la période de confinement et la période post-corona. Et en fait, 82% des managers s'attendent à ce que les politiques des entreprises vont s'adapter pour permettre plus de travail à distance. En fait, 76% des gens sondés, des managers et des employés, souhaiteraient que les entreprises adaptent leur fonctionnement pour permettre plus un travail à distance. On parle maintenant de personnes qui accepteraient de réduire leur salaire entre 10 et 20%, voire même plus pour être capable de travailler au moins partiellement à partir de la maison. Et c'est une sacrée opportunité pour les entreprises. Ce n'est pas uniquement à l'étranger, mais on le constate aussi en local. Il y a des changements, il y a des discussions pour adopter un mode de fonctionnement à distance, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le business a continué à fonctionner plus ou moins correctement, avec moins de problèmes et en fait, et avec moins de frais. Aujourd'hui, on a des entreprises qui pensent à tolérer 40% de leur effectif à fonctionner à distance. Ça leur permettra un gain certain, au moins sur la location. Mais voilà, donc il y a dans la partie positive de ce Covid, c'est que ça a permis d'accélérer l'adoption d'un mode de travail plus moderne. Si on prend par exemple notre région, ou plus spécifiquement là où je suis, l'Algérie, avant, dans le secteur public, parler d'une connexion VPN pour les employés, c'était quasiment du place ferme. Aujourd'hui, on a des entités publiques qui ont des milliers de clients qui sont connectés en VPN et qui font leur travail quotidien sans problème. Donc, ça nous a permis de dépasser l'impossible, ce qui était il y a quelques mois impossible. Et c'est une occasion d'avancer plus dans la transformation digitale et dans l'adoption d'un mode plus moderne de fonctionnement. En revanche, sur l'autre côté, il y a 47% dans une étude qui a été faite par une entité de sécurité, 47% des employés disent qu'ils ont été victimes d'attaques de phishing, et en fait, c'est dû
c'est dû au confinement, c'est dû à la distraction du fait qu'ils travaillent à distance. 47%. Donc, de plus enfin, des gens qui sont tombés dans ces emails qui vous demandent de mettre à jour votre compte PayPal ou mettre à jour votre compte Office 365 ou d'accéder à des fichiers malicieux. C'est quand même important. Et justement, notre rôle aujourd'hui, c'est de fournir les outils, fournir de nouveaux outils de travail, d'adapter les outils qui existent pour justement adapter l'entreprise à cette nouvelle réalité. C'est de permettre en fait aux entreprises de continuer à exister, de continuer à travailler sans pour autant compromettre la sécurité des données. Et en fait, c'est dans le contexte d'un programme de protection de données, l'objectif reste le même, protéger les données d'entreprise, qu'elles résident, peu importe où elles résident. Alors, en fait, avec ce changement, on peut être d'accord que tout l'investissement qui a été fait par les entreprises dans des solutions classiques, on va dire, a été remis en cause. Le firewall n'est plus aussi important qu'il était. Il est bypassé par de facto parce qu'en fait, à un moment donné, tous les utilisateurs étaient travaillés de la maison. Le proxy on-premise, il a perdu toute sa valeur. Les IPS que vous avez dans votre réseau d'entreprise, à cause de ce Covid, à cause de ce qui s'est passé, en fait, ils ne voyaient plus rien. Et le rôle, notre rôle aujourd'hui, c'est de fournir ces nouveaux outils qui permettent une protection sur le réseau d'entreprise, mais surtout en dehors du réseau d'entreprise, et qui couvrent le réseau d'entreprise, le stockage, tous les systèmes d'information locales, mais surtout sécuriser les données sur le cloud. Parce qu'en fait, il y a l'une des choses qui se sont accélérées avec le Covid, c'est l'adoption des applications cloud, que ce soit de manière officielle ou pas. On n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas? Donc, même si la régulation freine un petit peu cet aspect-là, mais la réalité du terrain dit que les utilisateurs adoptent les applications cloud parce que ça leur permet de faire leur travail plus facilement, plus efficacement. Et notre rôle, c'est de donner aussi les outils qui permettent de sécuriser ces applications-là. Et surtout, en fait, l'autre volet, c'est dans un programme de protection de données, c'est de se conformer à la régulation. Si on parle, par exemple, d'un domaine comme le secteur financier, le secteur banque et assurance, c'est un secteur qui est très régulé. Même voire, c'est peut-être en fait, c'est le secteur qui fait avancer la régulation dans la protection des données. Et ces deux aspects-là restent constants malgré l'avènement du Covid, malgré le contexte actuel. Alors, tout le défi, c'est de mettre en place ces contrôles qui peuvent protéger les données n'importe où et de rester toujours compliant avec les régulations, mais sans frustrer les utilisateurs. Un programme de protection de données, il s'introduit dans les business process de l'entreprise. Il va surveiller l'utilisateur quand il imprime, quand il envoie un email, quand il envoie un fichier vers le cloud, quand il envoie une présentation vers son USB. C'est très intrusif et si la solution ne permet pas une expérience utilisateur très, comment dire, smooth, très affûtée, la solution risque d'être refusée par l'utilisateur. Et à un moment donné, entre production et sécurité, c'est la production qui gagne toujours. Il faudrait aussi, le deuxième volet, c'est de ne pas submerger les administrateurs par les événements. La DLP ou la solution de protection de données, elle génère énormément d'événements. C'est similaire en fait pour les gens qui viennent du réseau à l'IPS. Il y a énormément de bruit et dans ce bruit, il faut savoir détecter les bons signaux. Donc, une bonne solution de protection de données doit prendre ça en considération pour justement permettre aux administrateurs des risques de respirer et de se concentrer sur les événements les plus importants. Et enfin, elle doit être efficace. Là, une solution de sécurité en général et dans la protection de données en particulier, on ne doit pas en fait prendre un trafic malicieux pour un bon trafic. Et une exfiltration de données, elle peut être un fonctionnement normal dans la conduite du business de tous les jours, mais ça peut être une exfiltration malicieuse et il faudrait arriver efficacement à identifier et différencier les deux types d'interactions entre personnes et données. Alors, comment réussir à faire ça dans un monde
qui a complètement changé. On n'est plus dans l'aspect protection du périmètre de l'entreprise. J'ai mes employés dans l'entreprise, j'ai mes systèmes on-prem dans mon data center, même dans le cloud de façon contrôlée. Alors qu'aujourd'hui, tous mes employés pratiquement travaillent de leur maison, même si et ça risque de revenir à tout instant. En fait, l'idée, c'est que c'est quelque chose que Forcepoint en a pris conscience depuis quelques années maintenant, c'est que quels que soient les changements qui arriveront, il y a toujours deux constantes, c'est la donnée de l'entreprise, c'est ça en fait qui fait que l'entreprise évolue, et l'interaction des personnes, des employés, des partenaires avec les données des entreprises. S'il n'y a pas cette interaction, il n'y a pas de production de valeur, il n'y a pas d'innovation. Donc, on peut pas, on doit à un moment donné, en fait, on est obligé, c'est ça la vie d'une entreprise, c'est de donner l'accès aux collaborateurs à ces données. Ils pourront donc, en fait, les collaborateurs peuvent interagir avec ces données en créant de la donnée, en modifiant de la donnée, en la partageant. Et ça crée, en fait, c'est ce qui fait créer de la richesse, c'est ce qui crée de la valeur. Mais en même temps, ça crée un risque. Et justement, notre rôle, c'est de calculer ce risque, d'analyser cette interaction ou cette zone d'interaction entre les employés, les partenaires, les utilisateurs de façon générale et mon système d'information avec mes données. Et en se focalisant sur ça, en calculant, en surveillant le comportement des employés, des partenaires avec mes données, on calcule un niveau de risque et on adapte les règles de sécurité selon ce niveau de risque. On verra tout ça dans une démo plus tard. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que, en fait, chez Forcepoint, ce qu'on fait, c'est d'exploiter au maximum l'analyse comportementale en surveillant le endpoint, le réseau et le cloud, donc l'interaction de l'être humain avec la donnée. On effectue un calcul de risque en real-time, continu. Et en fait, ce qui est très important, c'est qu'on ne s'arrête pas au calcul de risque et présentation des rapports. Notre point différenciateur qui fait de nous aujourd'hui le premier acteur et peut-être le seul qui a proposé cette approche de Risk Adaptive Security dans la protection de données. On ne s'arrête pas à la présentation de rapports ou à la fourniture d'alertes, mais on agit sur les politiques de protection de données pour les adapter au niveau de risque. Et en fait, en calculant le risque, cette notion de Risk Adaptive Protection, il s'agit de quoi? En fait, dans les règles classiques de DLP, je dis tel département ou telle personne peut échanger telle donnée, peut l'imprimer, peut l'envoyer par email, il peut la manipuler comme il veut. Ça peut être, par exemple, département ressources humaines qui envoie des fiches de paie à des employés. Cette action est tolérée. Mais en fait, avec le calcul continu du niveau de risque, on surveille les actions de l'utilisateur, que fait l'utilisateur, et en fait, on a un niveau de risque de 0 à 5. Si le niveau que présente l'utilisateur à l'entreprise change, cette action qui était autorisée au début et qui est faite dans les autres solutions DLP classiques devient bloc selon le niveau de risque. Donc, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'autorisation définitive. Le droit d'interagir avec la donnée change avec le temps selon le niveau de risque que tu présentes à l'entreprise, en surveillant le trafic web, en surveillant les opérations, les téléchargements par exemple massifs de données de Box ou Dropbox ou de OneDrive. C'est ce qui permet aussi de rendre cette solution de protection de données encore plus efficace avec le moins possible d'intervention des administrateurs. J'ai eu un client dans la distribution qui avait en fait un problème. Souvent, on a des vrais problèmes auxquels on répond avec les mauvais outils. J'ai eu une discussion avec un client dans la grande distribution et il avait un souci. C'est que, alors, dans la grande distribution, pour lui, en fait, du moins, la donnée qui était très sensible et très importante, c'est la liste des fournisseurs et la liste des prix que proposent ces fournisseurs à cette entité. En fait, si cette liste de fournisseurs et les prix sort
et par chez la concurrence. Donc, tout l'avantage concurrentiel qu'il a, il est perdu. Son concurrent a sa liste de fournisseurs, a sa liste de prix, il pourra adapter ses négociations, il pourra adapter ses prix en conséquence, et ça va causer un préjudice. Et il a eu cet employé qui gérait justement ça et qui allait changer de boulot et qui a commencé à télécharger ces données-là du système d'information de l'entreprise. Alors, dans cette période de transition, quand ils ont eu de ça, quand ils ont constaté ça, il était déjà trop tard. Et la réaction qu'ils ont eue, c'est de bloquer tout accès de cette personne au système et non plus laisser entrer à l'entreprise. Sauf que c'était trop tôt pour faire ça parce qu'il n'y a pas eu de transfert de consigne. Donc, dans tous les cas, l'entreprise est perdante. Alors que dans un environnement, s'ils avaient un outil pareil qui surveille justement ce genre de comportement, il y aurait au moins une alerte, il y aurait certainement un blocage de l'action au moment opportun sans attendre une intervention d'un intervenant. Alors, la philosophie de ForcePoint, c'est ça. Le premier produit qui a reçu cette Risk Adapted Protection Approach, c'est la DLP, et elle va être étendue aux autres composants du portefeuille de ForcePoint, tels que Web Security, Email Security, NG Firewall, etc. Alors, quand on parle d'un programme de protection de données, en fait, il se repose sur 3 piliers. Pardon. Le premier, c'est la protection, c'est la donnée elle-même. Donc, la donnée, elle peut être de la propriété intellectuelle, des données régulées, des données personnelles. Propriété intellectuelle, c'est tout ce que l'entreprise produit pour faire son business quotidien. Ça peut être du code source, ça peut être des campagnes de marketing, ça peut être la liste des clients, la liste des fournisseurs, la liste des prix. Tout ça, les contrats avec les fournisseurs, tout ça, ça rentre dans la propriété intellectuelle. Et dans cette masse de données que l'entreprise produit, il y a des données qui sont soumises à des régulations et l'entreprise doit se conformer à ces régulations. Pour détecter les données, en fait, ces données-là, on utilise des classifiers et on va voir quel type de classifier ForcePoint propose. Et on peut utiliser aussi un outil de data labeling, d'étiquetage de données lors de la production de la donnée, ce qui nous permet à ForcePoint de consommer ces labels pour appliquer les politiques DLP ou de changer ces labels selon nos classifiers. Et le deuxième pilier, c'est les canaux d'échange. Donc, la donnée circule à travers des canaux. Elle est stockée, elle est manipulée au niveau du endpoint, elle est transmise sur le réseau, sur le canal web, sur le canal email, elle est transférée vers des serveurs de partage ou des serveurs de fichiers. Et elle est soit stockée ou traitée au niveau du cloud. Donc, aujourd'hui, je crois comprendre qu'il y a en Tunisie une adoption de Office 365 qui s'accélère de plus en plus. Quelqu'un qui va vers Office 365 ou Box ou Dropbox ou Google Suite, ce genre d'application, même sachant la régulation qui existe actuellement dans notre région, comment il peut être sûr qu'il n'y a pas de données personnelles qui sont stockées sur le cloud? En absence d'un outil qui permet justement de faire cette découverte et d'aller chercher ça, en fait, on fait que des suppositions et prier et se baser sur le bon vouloir des utilisateurs pour respecter les règles. Chose qui, dans 100% des cas, ne sera pas vraie, ne sera pas respectée. Et donc, un programme de données, donc, il doit de surveiller tous ces canaux, justement, pour pouvoir contrôler ces données. Et le troisième pilier, c'est les personnes, en fait. C'est les personnes qui interagissent avec ces données à travers ces canaux. Et on doit savoir qui fait quoi pour, justement, pouvoir appliquer les règles. Et le socle en bas, en fait, la petite différence, enfin, la grande différence de ForcePoint, c'est qu'elle apporte cette analyse comportementale en surveillant le comportement des utilisateurs et en adoptant les actions autorisées, bloquées, cryptées, peu importe, mettre en quarantaine selon le niveau de risque, que présente l'utilisateur. Alors, quand on commence un programme de protection de données, en fait, la première des choses qu'on fait, c'est
de faire l'inventaire de nos données. C'est de chercher. En fait, on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas où elle est. Donc, on fait l'inventaire et justement, ForcePoint vous permet d'inventorier vos données, d'aller chercher vos données sensibles, de savoir où elles sont stockées, sur quel endpoint, dans quel dossier, sur quel serveur de fichiers, sur quelle application cloud. Une fois que vous avez cette visibilité, vous pourrez passer à la deuxième phase, c'est de construire votre base de règles, de sécuriser ces données-là. Et en fait, là, on commence à construire nos règles qui gouvernent la protection de données, c'est-à-dire, en fait, il y a une phase clé, c'est de répondre aux 5 WH, why, when, how, etc. Et une fois qu'on a identifié les utilisateurs, les données, comment elles sont partagées, on pourra dire que ce flux-là doit être bloqué, ce flux-là doit être autorisé. Celui-là, il doit être crypté, par exemple, pour les données régulées. Si on prend l'exemple de PCI, la transmission des numéros de carte, elle doit être cryptée. Donc, on peut tolérer l'échange de numéros de carte par email si elles sont cryptées. Si on envoie un fichier de numéro de carte vers une USB, on peut le crypter. Ça permettra aux gens d'échanger les informations pour avancer dans leur tâche, tout en respectant la régulation. Et enfin, l'enforcement, c'est important, c'est justement d'appliquer ces règles sur les différents canaux, sur le canal email, sur le canal web, sur le endpoint, et d'aller justement aussi appliquer ces règles sur le stockage. L'avantage de ForcePoint, c'est qu'on a une seule console d'administration pour faire tout ça, que ce soit pour les différents canaux, cloud, network, endpoint, que ce soit pour le discovery, pour l'inventaire ou pour l'application propre en temps réel des règles de sécurité. Tout ça est géré à partir d'une seule console d'administration, ce qui est beaucoup plus simple pour vos administrateurs. Je n'ai pas besoin de switcher entre plusieurs interfaces et d'essayer de corréler les événements du endpoint avec les événements du network. Tout en fait est dans une seule et unique interface avec des possibilités de lancer des workflows pour la remédiation, etc. Voilà, donc ça c'est pour l'approche de protection de données. Et l'un des éléments clés différenciateurs de ForcePoint, c'est les classifiers qu'on utilise. En fait, on a plusieurs manières d'identifier les données dans ForcePoint Data Protection. Ça va de la moins, on va dire, de la moins précise. On peut utiliser des mots-clés, des phrases, des dictionnaires de phrases ou de mots pour identifier certains types de données. Par exemple, j'ai vu des clients pour identifier les notes internes, rechercher le mot-clé note interne ou chers collègues dans l'email ou dans les documents. C'est très simple, ça permet de détecter justement les notes internes, mais ce n'est pas très efficace parce que, chers collègues, note interne, ça ne veut pas dire forcément que c'est une note interne. Donc, ça peut générer beaucoup de fausses positives. On peut avoir quelque chose de plus précis ou plus général en utilisant des expressions régulières, mais on reste toujours dans cette, on va dire, c'est des choses qu'on peut faire rapidement pour lancer les premières règles. On peut identifier les données selon les types de fichiers. On a à peu près presque 600 file types qu'on peut identifier, ce qui est quelque chose de très intéressant par rapport à la concurrence. Et puis, plus on monte dans cette pyramide, plus l'efficacité de la détection, de la classification de la donnée est plus intéressante. Par exemple, l'utilisation des outils de classification de données, ça nous permet de détecter rapidement si un fichier est confidentiel, si un fichier est public ou pas. S'il est confidentiel pour le département finance, par exemple, on peut détecter toutes ces informations dans les métadonnées qu'une solution comme Borden James ou comme MIP de Microsoft ou Titus peut insérer dans les fichiers. Et en fait, l'utilisation de ces outils de classification, en fait, l'idée de base, c'est d'inclure l'utilisateur dans le processus de classification des données. C'est-à-dire, à la création de la donnée, l'utilisateur est impliqué dans le processus de labellisation ou de classification de la donnée. Sauf qu'un utilisateur, c'est un utilisateur. Il peut se tromper, il peut par exemple,
donner un label erroné pour justement bypasser notre sécurité. Et l'intégration entre, par exemple, un outil très efficace comme Bolden James et Forcepoint, c'est qu'on consomme, c'est vrai qu'on consomme les labels que Bolden James associe aux différents documents produits, mais on a aussi la capacité d'analyser le contenu et de dire que ce label est très permissif et on peut le changer, ou ce label est très restrictif, c'est-à-dire que le document a été mal classé, on peut modifier ça. Donc ça, c'est le chemin que Forcepoint a pris dans ce domaine-là. On a un OEM avec Bolden James justement pour pouvoir commercialiser Bolden James dans notre package de protection de données pour avoir la solution la plus complète possible et donner la meilleure expérience utilisateur possible. Ce que fait Bolden James dans la classification, ça donne une expérience utilisateur très, très, très intéressante comparée à ce qui est proposé sur le marché. Et on monte en fait dans la précision en utilisant des scripts pour identifier des données telles que les numéros de carte, les informations personnelles. On utilise le machine learning justement pour tout ce qui est données non structurées et qu'on ne connaît pas forcément à l'avance. Par exemple, ça peut être dans le domaine de la santé, on a des formulaires qui sont vides et l'idée c'est de détecter un formulaire qui est rempli d'un autre document et on peut faire ça avec le machine learning. Et la méthode, l'outil le plus précis, et c'est un différenciateur de Forcepoint, c'est Precise ID Fingerprinting. C'est un algorithme que Forcepoint a développé du temps de WebSense. Il permet justement d'aller se connecter sur un serveur de fichiers, par exemple, ou sur une base de données, et de faire un hash des données qu'on souhaite protéger. Quand, par exemple, j'ai un serveur de fichiers qui contient mes contrats avec mes partenaires, je peux aller faire du fingerprinting de ce dossier et de créer ma policy qui dit si tu détectes ce document ou une partie de ce document dans un email, dans un autre fichier, dans un upload dans le web, tu le bloques, tu le cryptes ou tu fais l'action qu'il faut. Et en fait, la puissance de Forcepoint dans ce domaine, c'est qu'on a exactement la même puissance en étant sur le réseau ou en dehors du réseau. Grâce au fingerprinting, on peut avoir de la détection totale de documents ou partielle en étant connecté au réseau. Donc, on est connecté au serveur d'administration, comme en mode offline, c'est-à-dire on a la totalité de la protection, détection du document dans sa totalité ou des fragments de ce document, une détection partielle. Dans le cas, par exemple, où on copie une partie du document dans un autre document pour essayer de bypasser la sécurité, donc copier une partie du document dans un email avec d'autres données. Tout ça, on peut le détecter. Donc, ça, c'est un point différenciateur aussi par rapport à la concurrence, c'est que j'ai la même expérience, la même efficacité sur et en dehors du réseau. Alors, j'ai une démonstration, donc en fait, je pense que je vais commencer par la démonstration et après on passera aux questions. Et en fait, dans cette démonstration, on va voir la première des choses, comment faire l'opération de discovery, comment aller justement faire l'inventaire de mes données sur les endpoints, dans le cloud, dans le réseau. Et après, on verra comment construire une règle de sécurité et comment protéger, en fait, appliquer des règles de sécurité qui va me contrôler le endpoint, qui va me contrôler les différents canaux web et email au niveau de l'entreprise et comment justement cette même règle aussi s'applique au niveau du cloud. Alors, imaginez la puissance, c'est qu'aujourd'hui, dans un environnement où on a été pendant longtemps confiné, dont tout le monde travaille à distance et je pense que ça sera le nouveau normal pour les années, du moins les 2-3 prochaines années. On favorisera le travail à distance. Alors, imaginez avec ce endpoint qui est installé sur le PC de votre employé, vous pouvez contrôler quand il est chez lui, qu'est-ce qu'il peut imprimer, qu'est-ce qu'il peut envoyer vers l'USB, qu'est-ce qu'il peut faire avec le cloud, est-ce que le téléchargement, l'upload, le partage avec les internes et les externes. Toute cette puissance que cette solution peut offrir à travers un petit endpoint qui est placé dans l'entreprise, vous allez justement avoir cette visibilité et ce contrôle sur vos données sur le réseau et en dehors du réseau. Alors,
Alors, en fait, tout commence ici sur le FSM, Force Point Security Manager. Force Point Security Manager, c'est la console d'administration de plusieurs solutions ForcePoint. Alors, je vais me loguer. Alors, en fait, FSM, c'est la plateforme d'administration, pas seulement de la protection de données, de la solution DLP, mais aussi de la solution web et de la solution email security. Donc, on a une seule console d'administration qui sont intimement liés. C'est les différents canaux, en fait, qu'on doit surveiller. Donc, tout est manageable à partir de cette plateforme. J'insiste là-dessus, ce qui permet une efficacité opérationnelle dans la gestion quotidienne de la sécurité. Vous avez un seul outil que vous présentez à vos administrateurs. À partir de cette interface, ils gèrent le web, l'email et la protection de données. Ils n'ont pas, la courbe d'apprentissage se voit réduite et en fait, forcément, on augmente en efficacité dans la gestion, surtout dans un contexte dans notre région où on a un manque terrible de ressources. Ça devient très rare, de plus en plus rare. Et les ressources qu'on a, en fait, on doit aussi leur donner l'outil qu'il faut pour tirer le maximum d'eux sans pour autant les submerger. Et en fait, pour commencer en fait la partie discovery, on crée des policies les policies qu'il faut pour dire je vais chercher telle information. Et en fait, dans cette policy, on a un ensemble de règles prédéfinies, comme on peut créer des règles personnalisées. Donc, dans l'ensemble des règles prédéfinies, et ça, c'est l'une des richesses de ForcePoint, c'est qu'on est les seuls sur le marché qui a autant travaillé sur les régulations, autant travaillé sur les industries pour proposer un outil simple, un wizard simple, qui vous permet d'appliquer rapidement les règles de sécurité qui vous concernent. Alors, dans le wizard, en fait, au lancement, on doit sélectionner le secteur d'activité. On va s'intéresser aux banques et finances aujourd'hui et la région, parce qu'en fait, on a des régulations par industrie, mais aussi on a des régulations régionales. Et dans mon cas, j'ai choisi l'Algérie. On a aussi d'autres régulations, par exemple, pour l'Europe, on va trouver, par exemple, le GDPR, des choses pareilles. Donc, une fois qu'on a choisi ces deux-là, on a une liste de toutes les règles qui s'imposent au domaine financier en Algérie et je peux sélectionner les règles que je souhaite appliquer. Donc, dans cette politique prédéfinie, ce que je vais faire, c'est de dire que je vais chercher toutes les données qui sont régulées par PCI DSS. Et je clique sur Use Policies. Voilà. Donc, il m'a rajouté cette policy. Et l'autre type de policy, c'est les custom policies. Je peux créer des règles personnalisées selon mon contexte et pour chercher tout type d'informations. Alors, par exemple, je peux créer une policy, custom policy pour voir ce que ça donne. Je l'appelle test. Elle est activée. Next. Je sélectionne les conditions. Et là, rappelez-vous la pyramide qu'on a vue. Ça peut être des mots-clés. Ça peut être un ensemble de phrases, ça peut être un dictionnaire et on va rajouter deux choses, par exemple. Et on peut combiner ça avec des opérateurs logiques. Alors, dans mon cas, je peux dire que toutes les conditions ici doivent être matchées ou au minimum une seule, comme je peux jouer sur les opérateurs booléens, le AND, le OR et le NOT avec les parenthèses pour avoir quelque chose de un peu plus complexe.
On a aussi le file labeling, donc avec l'intégration avec MIP et Bolden James, quand on a l'intégration, on a les labels. Donc, je dis que si je vois, par exemple, le label confidentiel ici, je fais telle action. Si je vois le label public, j'autorise. Donc, on peut construire des règles de discovery sur cette base ou des règles DLP sur cette base, parce que c'est exactement la même chose. On peut faire du file sur les propriétés des fichiers, sur les types de fichiers. Et sur le fingerprinting, donc on doit lancer au préalable une opération de fingerprinting, soit sur des bases de données, soit sur des données non structurées, donc les fichiers Word, Excel, PDF, etc., pour pouvoir les utiliser ici dans le Discovery et dans les règles de DLP. Une fois qu'on a fait ça, alors je vais dire tout. Une fois qu'on a fait ça, je dois définir la sévérité et l'action que je dois faire dans le cas du Discovery. Si je trouve cette donnée-là, je vais dire que c'est high, low ou medium. Donc, c'est l'alerte qui va être générée et l'action qui va être exécutée. Alors, je peux créer je peux modifier. Par exemple, on est dans le Discovery, donc on va exécuter, par exemple, sur le network des scripts ou sur le endpoint ou sur le cloud. Alors, dans une seule interface, là, on est dans l'opération de Discovery. Il faut savoir que par la suite, on verra comment c'est fait. Mais en fait, pour les actions, on peut opérer des actions sur le network, c'est-à-dire si c'est des partages de fichiers, des partages réseau, on peut exécuter des scripts pour crypter un fichier, pour le déplacer, pour faire n'importe quelle opération. On peut exécuter des scripts sur les endpoints. Ça peut être, selon le type du endpoint, ça peut être du Mac, ça peut être du Windows. Et on peut lancer des opérations aussi dans le cloud. Par exemple, j'ai trouvé des fichiers qui contiennent des numéros de carte dans OneDrive. Je peux les mettre en quarantaine. Je peux les mettre en quarantaine en laissant une note dans ce dossier pour que l'utilisateur comprenne pourquoi le fichier a disparu. Si le dossier est partagé, je peux le départager en interne ou en externe. Donc, lors de l'opération de Discovery, de l'inventaire, c'est vrai que j'ai la visibilité, mais je peux faire des actions aussi sur le cloud. Alors, une fois que je définis alors, je peux dire aussi, alors ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, j'ai vu, par exemple, dans certaines banques dire qu'au-dessous de 10, si je vois moins de 10 numéros de carte Visa dans un fichier ou dans un email, c'est pas grave. Mais dès que ça atteint 10, dès ce cas 10 et plus, ça devient high et on doit être alerté et faire l'action qu'il faut. Donc, on a cette capacité d'aller changer graduellement la sévérité et le plan d'action selon les conditions définies par l'utilisateur. Et voilà, donc j'ai créé ma policy, custom policy, et à chaque fois, il faut déployer ça aux différents modules. Et, par exemple, j'avais créé, moi, un scénario de démo où je cherche aussi, j'ai utilisé un mot-clé simple, test keyword, pour aller sur les endpoints ou sur les serveurs de partage, chercher tous les fichiers qui ont ce mot-là. Alors, je déploie la policy. La prochaine étape, c'est dans l'inventaire, c'est de faire une opération, de créer la tâche de discovery. Alors, on peut créer un discovery network, on peut faire du discovery sur le cloud, sur les applications cloud, sanctioned application, et sur le endpoint. Donc, tout ça peut être géré à partir de là. Donc, je vais dans cette section-là et créer ma tâche. Dans ma tâche de discovery, alors je vais éditer cette règle. Ce que je dois définir, donner un nom à ma policy, définir quel serveur va exécuter cette opération de discovery. Alors, en fait, justement, on a la capacité dans ForcePoint de créer plusieurs serveurs avec plusieurs rôles, justement pour s'adapter aux différentes architectures et de s'adapter aux différentes conditions dans l'entreprise. Par exemple, si j'ai un réseau distribué, j'ai une entreprise qui a plusieurs data centers, je peux créer plusieurs crawlers qui vont couvrir un site particulier au lieu de faire du crawling ou de discovery ou du fingerprinting à travers le réseau. La bonne chose chez ForcePoint, c'est que le système de licensing est très simple. Vous avez tant d'utilisateurs, vous achetez la licence
licence Data Protection pour tant d'utilisateurs. Et après, l'infrastructure qu'il faudra installer, il n'y a aucune limite. Vous pouvez mettre, s'il faut mettre 1000 serveurs de crawling, vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez là besoin d'installer plusieurs gateways email, plusieurs gateways web pour faire de la DLP, vous avez la capacité de le faire. Il n'y a aucune limitation sur l'infrastructure que vous installez. On n'impose pas, par exemple, pour avoir un deuxième serveur de crawling, il faut acheter la licence qu'il faut, il faut acheter une autre gateway email. Non. Chez Foxpoint, vous avez 1000 utilisateurs, par exemple, vous achetez vos 1000 licences pour DLP et vous installez l'infrastructure qu'il faut, qui vous convient pour couvrir tous vos besoins. Ce qui, sur le plan protection de l'investissement, est très important. On définit aussi, là par exemple, parce qu'on fait du network discovery, donc on va se connecter à un serveur de fichiers et analyser les fichiers qui sont stockés sur ce serveur pour détecter si j'ai des données sensibles sur ce serveur. Quelles sont les données que je vais scanner? Je peux donner un dossier particulier, comme je peux lancer un scan aveugle sur tous les dossiers partagés. Et il me faut justement un compte pour pouvoir se connecter sur ce dossier, justement pour pouvoir analyser les fichiers. Cette opération, je peux la planifier, alors ça peut être de manière continue, je peux lancer cette opération une seule fois seulement, mais généralement on le fait de manière récurrente chaque semaine par exemple, à un intervalle un temps particulier, justement, selon les entreprises, pour ne pas, on va dire, pour ne pas interférer avec le fonctionnement normal de l'entreprise. Et sélectionner la policy qu'on souhaite exécuter. Donc, pour moi, je vais sélectionner ces 3 policies. Je peux faire des exceptions selon les fichiers. Donc, si je m'intéresse, par exemple, uniquement aux documents PDF ou Word ou Excel, je peux les sélectionner ici. Je peux dire que tu scannes uniquement des fichiers récents qui ont été changés dans le mois passé. Je peux m'intéresser uniquement à des fichiers qui ont une certaine taille. Pas besoin d'aller, par exemple, scanner des fichiers de 1 giga, 2 giga. Donc, je m'intéresse en fait, on a cette possibilité de filtrer. Et si à la fin, on peut envoyer un rapport à l'administrateur pour dire, voilà, telle opération s'est terminée, voilà ce qu'on a trouvé. L'une des choses intéressantes aussi, c'est qu'enfin, on peut aller dans le détail du contrôle, mais globalement, c'est ça, créer une tâche de discovery sur le network. Et à chaque fois, on doit déployer. L'autre type qu'on va voir aujourd'hui, c'est de lancer cette opération sur le endpoint. Et en fait, c'est très similaire. Donc, on donne un nom à cette tâche. On peut la lancer sur tous les endpoints, comme on peut sélectionner des endpoints à partir d'Active Directory, où on peut les définir par business unit, ou on peut les définir par adresse IP. Les possibilités il y a plusieurs possibilités qui sont offertes aux clients. On définit une planification. Moi, j'ai choisi de la lancer de façon continue, mais ce qui se fait soit daily, soit weekly, on choisit un créneau récurrent pour l'analyse. Et on peut fine-tuner l'opération, dire par exemple qu'on scanne uniquement quand le PC ou le laptop n'est pas en utilisation, pour ne pas déranger l'utilisateur. On arrête le scan quand le laptop est sur batterie, pour ne pas consommer de la batterie à cause de ce scan. Donc, on a ces petites tâches de tuning pour justement améliorer l'expérience utilisateur. Et de manière similaire en network, donc on choisit la policy qu'on veut, on filtre les fichiers si on souhaite faire des exceptions ou inclure des fichiers bien précis, on peut le faire. Et voilà. Et on lance notre opération. Donc, quand on déploie la policy pour les endpoints, ils ont un timer pour venir récupérer la policy. Et une fois qu'ils ont récupéré la policy, ils vont lancer l'opération de discovery. Alors, si je regarde le network, donc je peux la lancer directement à partir d'ici au lieu d'attendre le planning. Et j'ai le rapport qui s'affiche ici sur les opérations, le déroulement de l'opération. Si je vais sur le endpoint, alors j'ai mes endpoints de test ici.
Et voilà, se connecter. Parfait. Alors, j'ai mon endpoint qui est là. Alors, par la même occasion, ce endpoint, il sert d'agent DLP, mais lui aussi, on l'utilise dans la protection web. C'est l'agent qui lie le endpoint vers le Cloud Force Point de protection web ou dans le mode hybride pour justement permettre aux clients, enfin, protéger la navigation web des clients nomades. Et il joue d'autres rôles aussi. Donc, quand on voit le endpoint, on a le scan il a récupéré la mise à jour et il est en train de faire l'opération de scan. Alors, je reviens à ma interface et j'ai l'opération s'est terminée, j'ai des différentes informations sur l'opération, je vois qu'il y a des erreurs et là, comme on a lancé sur une opération de scan ou de discovery sur tous les serveurs partagés, sur tous les dossiers partagés, comme ces deux dossiers-là, on n'a pas de credential, on n'a pas renseigné le bon compte pour pouvoir se connecter, donc c'est normal qu'il ne soit pas capable de les scanner. Et justement, pour voir tout ça, on va dans Discovery. Alors, on a plusieurs types de dashboards, plusieurs types de rapports, mais pour l'équipe opérationnelle, en fait, ils vont interagir essentiellement avec cette interface. Et on voit ici, par exemple, pour le endpoint, il nous donne déjà le nom du fichier. On a toutes les informations qu'il faut ici sur les données qu'il a trouvées sur le endpoint. Alors, pour savoir, on a différents, on peut filtrer, en fait, dans cette interface, on peut voir l'opération de discovery simple. Quand on voit discovery, ça veut dire que c'est du network discovery. On a fait du discovery sur des serveurs de fichiers à travers le réseau. Le endpoint discovery est exécuté par le endpoint. Et Cloud Data Discovery, c'est le discovery d'aller voir sur le cloud quelles sont les données sensibles qui sont stockées sur le cloud. Et on voit quelles sont les règles qui ont été exécutées, le chemin du fichier, le hostname de la machine, les différentes dates, l'utilisateur et tout type d'informations par rapport à ça. Alors ça, c'est par rapport à l'opération Discovery. La deuxième démonstration, ça concerne comment je crée une policy DLP. Et en fait, pour créer la policy DLP, on va dans cette section-là, Manage Policies, et de la même manière, en fait, j'ai la possibilité d'utiliser les policies prédéfinies. De la même manière, je sélectionne l'industrie, la région, ça m'affiche les différentes règles de sécurité. Et moi, dans cette policy, je m'intéresse aux données régulées, compliance. Donc, on va s'intéresser au GDPR et PCI. Et hop, je sélectionne ces deux règles, ces deux policies-là. Alors, je ne vais pas déployer pour le moment. Donc, j'ai PCI, PCI Audit. En fait, toutes les règles sont là avec une description si vous êtes intéressé par voir le détail et comment ça fonctionne. Et voilà, donc j'ai créé, j'ai sélectionné ces règles-là. J'ai la possibilité aussi, alors les actions, en fait, si on voit les règles, elles sont déjà préconfigurées. Je peux l'éditer et changer ce qu'il faut. Donc, les conditions sont prédéfinies, les actions sont prédéfinies, les sources et destinations sont prédéfinies. Ça s'applique et qu'on peut personnaliser pour adapter ces policies-là en notre contexte. Et on peut créer des custom policies indépendamment de ce qui se fait. Alors, je l'appelle test. Il faut définir les conditions. Donc, ces conditions, c'est les classifiers qui vont me permettre d'identifier la donnée. Je peux utiliser des patterns et phrases. Je peux utiliser en fait la fameuse pyramide pour détecter quelles sont les conditions pour matcher cette règle-là. Je peux utiliser test keyword. Alors,
Et de la même manière qu'on a vu dans le Discovery, on peut utiliser plusieurs conditions, les matcher avec les opérateurs booléens, etc. La sévérité, là où ça devient intéressant, alors par défaut, en fait, avant l'ajout de l'analyse comportementale, ce qu'on fait, c'est de dire, par exemple, quand je matche cette condition, je dis que elle a une sévérité médium et je fais le plan d'action qui va bien. Le plan d'action, c'est-à-dire, alors, ce qu'on peut faire, c'est on va contrôler les données échangées sur le network channel, c'est-à-dire web et email. Par exemple, quand ma gateway email voit ce type de données, alors je peux mettre en quarantaine, je peux supprimer la pièce jointe, je peux demander à ce que cet email soit crypté. Je peux contrôler le FTP, je peux contrôler la gateway web pour dire que c'est permis ou c'est pour bloquer ou permettre cet échange. Je peux contrôler le endpoint. Dans le endpoint, donc, on a aussi le email, c'est-à-dire le client email, Outlook par exemple. J'ai demandé à ce que une confirmation soit exécutée. Application control, donc là, on peut contrôler les opérations de copier-coller, capture d'écran à l'intérieur de certaines applications. Qu'est-ce que je fais si le document est envoyé à l'USB? Je peux permettre l'action, la bloquer, demander une confirmation ou crypter le fichier. De la même manière, je peux contrôler le browser au niveau du client, le LAN pour l'envoi sur le réseau et l'opération d'impression. Je peux autoriser l'impression ou pas de ce document. Et j'ai aussi, donc je contrôle les canaux network, le endpoint, et sur la même interface, j'ai la possibilité de contrôler les données dans le cloud, c'est-à-dire quelqu'un qui se connecte à OneDrive pour uploader, pour attacher un fichier ou pour faire un download du fichier. Est-ce que je l'autorise? Est-ce que je le bloque? J'ai toujours cette possibilité. J'ai la possibilité aussi parce que dans cette opération, on supporte un mode online, donc on est online avec les opérations du client, donc on agit en temps réel, mais j'ai la possibilité aussi d'interagir avec les API proposées par les fournisseurs d'applications cloud, et j'ai aussi des opérations comme mettre en quarantaine, supprimer le partage, etc. Alors ça, c'est des opérations, on va dire, les opérations classiques qui sont fixes dans le temps. La partie adaptive, risque adaptive protection, c'est que je dis que pour cette condition-là, on va définir les utilisateurs dans le source, et pour cette destination-là, je ne me contente pas des applications statiques, mais je vais dire que quand l'utilisateur a un risque entre 1 et 2, je fais de l'audit en ligne. Quand il a, par exemple, il atteint le risque 3, je notifie. Mais quand on atteint le niveau 5, je bloque. Je bloque toutes les opérations. C'est cette partie adaptative-là qui me permet d'avoir une approche proactive à la sécurité selon le niveau de risque que présente l'utilisateur, au lieu d'avoir quelque chose de statique et qui généralement sont dépassés avec le temps. Alors, comment ça se passe? En fait, il y a toute une partie analytique qui est faite. C'est une sous-partie de Force Point Behavior Analytics, du système Force Point Behavior Analytics, on va dire, qui a été adapté, ou une sous-partie de ce système-là qui concerne, qui a été adapté pour le domaine de la DLP. Et en fait, dans ce système, ce qu'on voit, c'est qu'on va analyser continuellement les comportements des utilisateurs et on a cette notion de risque score qui est calculée continuellement. Et selon le niveau de risque, selon ce risque score, on a différents niveaux risques de 0 à 5, de 1 à 5 qui sont attribués à cet utilisateur. Par exemple, celui-là, il a été dans le niveau 2, à un moment donné, il est passé au niveau 3, puis il était généralement au niveau 2, puis d'un coup, à cause d'un changement dans son comportement, il a atteint niveau 3, puis hop, directement au niveau 5. Et on a vu comment dans la DLP, quand il atteint le niveau 5, on commence à bloquer. Donc, ça nous permet de nous adapter aux différents niveaux de risque. Et en fait, le calcul du niveau de risque dépend des opérations qu'il a fait. On peut voir ça dans un timeline. Il va nous dire ce niveau de risque, c'est un cumul qui a été fait parce qu'il a commencé à télécharger des fichiers de façon du jour au lendemain. Il a commencé à télécharger une grande de données du cloud, il a commencé à envoyer des données vers son USB, il a été, par exemple, dans son comportement de navigation, il était très dans la recherche d'un nouveau emploi.
Et en fait, on voit l'historique et on peut voir les événements qui font que cet utilisateur aujourd'hui présente un niveau de risque de niveau 5. Donc, c'est ça cette partie dynamique. Donc, on ne se contente pas uniquement d'avoir un action plan de bloc, low, quarantaine, etc. Mais on va au-delà, c'est de changer ces actions-là dynamiquement selon le niveau de risque. Puis par la suite, on sélectionne la source. Donc, je dis que cette policy, par exemple, ça s'applique au groupe RH. Je peux sélectionner ça. Donc, je sélectionne le groupe RH, je sélectionne par utilisateur, si on veut. La destination, donc je peux sélectionner les différents canaux, donc web, email, cloud, etc. Et j'applique la policy. Une fois que cette policy est déployée, donc l'impact, on peut faire un test par exemple. Alors, pas ici. Si je reviens à mon utilisateur, je lance Outlook et j'essaie d'envoyer un email avec une pièce jointe. Cette pièce jointe, c'est un test simple qui contient le mot test keyword. Donc, j'envoie ça. Send anyway. Alors, pour ce canal-là, j'ai fait l'opération confirm. Voilà, donc là, on a fait l'action. J'ai 30 secondes pour dire pourquoi je veux envoyer ce document confidentiel. Je veux dire que cette opération a été approuvée par mon manager et je peux l'autoriser. Donc là, c'est l'action confirme. Je peux aussi bloquer, je peux autoriser, je peux demander cryptage, etc. Et on voit ça, comment on peut voir ça, comment ça se traduit dans le management. En fait, dans le reporting, on vient dans reporting et on vient voir ces incidents-là. Et alors, cette dernière opération, elle a été détectée au niveau du endpoint, mais aussi au niveau de la gateway. Chez Forcepoint, on a la particularité d'avoir un moteur DLP dans notre gateway email, dans notre gateway web. Donc, on simplifie l'architecture. On n'a pas besoin d'intégrer la gateway email en utilisant ICAP avec un autre serveur et payer pour ce serveur-là. Tout est intégré dans nos gateways. On a la capacité de nous intégrer avec d'autres solutions pour des gateways web ou email pour les clients qui n'ont pas Forcepoint. On peut s'intégrer. On a une architecture très flexible qui peut s'adapter aux différents clients. Alors, au niveau de endpoint, en fait, le niveau risque était high. L'action qui a été faite, c'est continued, donc on a demandé la confirmation et j'ai confirmé et j'ai en fait ici la règle qui s'applique, différentes informations sur l'utilisateur, voire même la forensique. Si j'ai demandé à ce que je sauvegarde une copie du forensique, donc on peut consulter ce forensique, mais on peut aussi ne pas le demander. Et en fait, pour le canal email, j'ai choisi une autre action. Et là, j'ai demandé la suppression de la pièce jointe et en fait, on voit que l'action, c'était de supprimer la pièce jointe. Et je peux aussi voir les règles qui se sont appliquées, etc. Voilà, donc ça, c'était pour la partie DLP. Alors, pour le monitoring des événements, là aussi, on a une seule interface pour monitorer les endpoints, pour monitorer le network, web et email, et pour monitorer le cloud. Donc, tout s'affiche ici. Vos utilisateurs n'ont pas besoin d'aller switcher entre plusieurs interfaces, une pour le endpoint, une pour le network, une pour le discovery. Tout se fait au niveau du FSM. Alors, pour récapituler, en fait, on a vu comment faire une opération du discovery, comment aller chercher les données dans le network, dans le cloud ou sur les endpoints pour avoir la visibilité en fait sur vos données sensibles everywhere. On a vu comment appliquer une règle de protection de données. Donc, on a des politiques unifiées au niveau endpoint, network et cloud. Il suffit de sélectionner le bon canal, la bonne action et en fait, on est aujourd'hui la seule solution qui
propose cette approche appelée Risk-Based Adaptive Data Security, c'est-à-dire d'adapter ces actions-là selon le niveau de risque que présente l'utilisateur. Et enfin, une console unifiée pour la gestion de tout type de policy DLP, donc web, cloud, email, web, cloud, endpoint. Et pour le petit plus ou le grand plus, c'est d'avoir la possibilité aussi de gérer le web et l'email à partir d'une seule console d'administration. Voilà, donc s'il y a des questions, je serai très heureux d'y répondre. Moi, j'ai une question quand même. Oui. Annie. Alors, oui. Ce que tu viens de nous présenter, ça concerne un projet. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, quelles sont les différentes étapes de ce projet? Comment on peut le concevoir? Alors, en fait, la méthodologie qu'il faut adopter, ça dépend essentiellement de la nature du client, de la culture du client et de sa maturité. Il y a une phase de discovery, c'est-à-dire identifier les données sensibles et la classification de données. Alors, il y a des entités qui sont très matures, qui ont ça en place. Très bien, on peut le consommer. D'autres ont la culture d'avoir cette approche de classification de données formelle, avoir formalisé tout dans des process ou dans des documents avant de passer à l'adoption de la technologie. C'est excellent. Mais la grande majorité, s'ils se lancent dans un dossier, dans un projet de classification de données purement, on va dire, organisationnel, ça prend généralement des années, ça n'aboutit jamais. Et là, il y a une autre approche plus réaliste, c'est en fait, d'avoir un outil comme Foxconn DLP qui fait la discovery et qui vous donne la visibilité sur les données. Et à partir de là, à partir du moment qu'on a une visibilité sur nos données sensibles, parce que quand tu prends un client, globalement, il connaît les données sensibles qu'il a. À 80%, il sait exactement quelles sont les données qui sont sensibles pour l'entreprise et qu'il souhaiterait avoir de la visibilité et les protéger. Donc, une fois qu'on a fait l'opération de discovery, on peut voir ce qu'il y a sur le endpoint, sur le cloud, sur le network, et on peut voir les différentes interactions des utilisateurs, comment ces données sont échangées, avec qui ils sont échangés. Et à partir de là, on a des données empiriques pour aller avancer, sur la classification et la gouvernance de données de façon générale, et de deux, commencer à la création des policiers. Alors, c'est la phase 2. C'est de mettre tout ça en place pour créer les différentes règles DLP. Et en fait, là, on répond à ça. En fait, ça se résume à répondre à 5 questions majeures. C'est les 5 WH. Why, when, who, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre qui a le droit d'échanger telle donnée ou telle donnée, sur quel canal, et quand. Ça peut être conditionné par le temps. Et à partir de là, on a une liste d'actions possibles, allow, block, quarantine, etc. Donc, une fois qu'on a fait l'identification des données sensibles, l'opération de discovery, on a les outils qu'il faut. On passe à une phase qui se fait, en fait, c'est pas technique, mais répondre à ces différentes questions et définir nos règles de sécurité et les mettre en place dans les règles de policy DLP. Et une fois qu'on a mis ça, on passe à l'enforcement, c'est-à-dire appliquer ces règles. Dans un premier temps, c'est en mode monitoring uniquement, pour éviter les fausses positives. Quoique pour les gens qui optent pour l'analyse, enfin la protection basée sur le risque, les fausses positives sont très limitées. On fait du blocage sur le niveau 5. Pour les restes, c'est du monitor. Comme ça, on est certain. Si on atteint le niveau 5, c'est clair que c'est une exfiltration. Donc, on peut sereinement aller vers le blocage. Mais en fait, dans une approche plus classique, c'est d'appliquer ces règles-là pendant une phase de monitoring et on adapte nos policies selon ce qu'on constate sur le réseau. À un moment donné, on passe en mode blocage et on passe à un mode de gestion opérationnelle standard, c'est-à-dire on a le FSM, les événements, on construit nos workflows, comment on réagit à tout ça. Et globalement, c'est comme ça qu'on fait.
La seule différence, est-ce qu'on passe directement, est-ce qu'on reste, on commence par une classification formelle des données ou on va directement dans la technologie puis revenir à la classification formelle? La réponse est dans la culture de l'entreprise. Enfin, ils sont très rares ceux qui sont capables de faire de la classification formelle. La majorité, on commence par l'outil, on essaie de remonter les données et avoir des données empiriques et à partir de là, faire de la classification et ça reste un processus continuel. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'ai une question. Oui. Alors, merci Sofiane pour la présentation tout d'abord et surtout pour la démonstration technique. Ma question est sur la base de données de la solution ForcePoint DLP. Est-ce que la base de données est en cloud ou bien installée en local chez le client? Merci. La base de données des événements de la solution de management elle-même. Oui, oui. La base qu'on utilise, c'est SQL Server. Alors, la partie management, elle est à 100% on-prem chez le client. Tout ce qu'on a vu, FSM, y compris même pour le web et l'email, on utilise SQL Server, soit dédié à DLP, où on peut créer notre base de données dans le SQL Server existant de l'entreprise, et il est totalement on-premise. Ok, merci. Alors, une autre question, Sofiane. Oui. Alors, tu as parlé tout à l'heure de normes, de normalisation et de certaines normes qui existent sur les régions, en fonction des régions. Oui. La solution, elle prend en compte les réglementations qui existent dans chacun des pays. Oui, il y a un travail du département légal ForcePoint justement pour enrichir ça de plus en plus. Le dernier ajout, par exemple, qui a été fait, c'était l'ajout parce qu'il y a eu une loi en Turquie. En fait, le dernier ajout, c'était la Turquie, et avec la reconnaissance des caractères turcs, etc., la langue turque, et ça a été rajouté dans la base de policy. Donc oui, il y a un travail continuel sur ça, sur sur l'identification des langues. En fait, il y a la majorité des langues essentielles. Donc, le français, dans notre région, le français, l'anglais et l'arabe. On peut créer, par exemple, une règle pour détecter, servir dans un document et faire les actions qu'il faut. Donc, oui, il y a un travail sur l'amélioration de la détection des langues et il y a un travail sur l'ajout des policiers au fur et à mesure qu'on a les données qu'il faut par rapport à ça. Alors, je vois qu'il y a une question qui t'a été posée sur le chat. Est-ce que je me trompe? Alors, je vois une question dans le chat. Merci pour la présentation. Question à propos des données découvertes et pertinence par rapport aux fausses positives. Et en fait, je reviens là vers cette fameuse pyramide. Et là, en fait, si on utilise des choses comme des mots-clés, des phrases au dictionnaire, c'est clair qu'on risque de créer beaucoup de fausses positives. Si on utilise de fingerprinting, c'est quasiment zéro fausse positive. Parce que donc, quand on utilise le fingerprinting, je veux ce document, je sais qu'il est confidentiel et je veux qu'il matche complètement ou partiellement quand il est utilisé par le endpoint ou sur le réseau. Donc, par exemple, en haut de la pyramide, j'ai quasiment zéro fausse positive. En bas de la pyramide, ça peut générer beaucoup de fausses positives. Ça dépend des mots-clés qu'ils utilisent, des expressions régulières. Et puis aussi, on a cette possibilité d'utiliser le labeling, les solutions de classification. On va consommer des métadonnées pour justement appliquer les règles. Et là, on dépend de ce qui a été appliqué par la solution de classification d'application des labels. Si l'utilisateur respecte les règles, enfin, on entre dans un autre monde, mais Bolden James c'est très riche, il y a des mécanismes pour contrôler tout ça. Mais l'idée, on dépend de ça. L'avantage quand on utilise ForcePoint avec Bolden James, c'est que
même avec, si l'utilisateur applique des labels qui sont erronés, on a la capacité d'analyser le document grâce à ces scripts et ces classifiers et qui vont dire que ces données-là, on peut créer les règles en fait dans l'opération de discovery, dire que si je trouve un document qui est classé public alors qu'il contient des données confidentielles, on peut changer le tag ou le label. Et c'est une action qu'on peut faire, c'est parmi les actions qu'on peut faire dans l'opération de discovery. Parfait. D'autres questions? Parfait. Très bien. Et il semble qu'il n'y ait pas d'autres questions, donc je vais te remercier, Sofiane, pour ta présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, demain, nos journées de cybersécurité continuent avec une autre présentation sur tout ce qui est sécurité des terminaux mobiles. Donc, l'utilisation des mobiles aujourd'hui est de plus en plus développée, donc il est très important de les sécuriser. Et ça commence à 10 heures. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien et on se voit demain si Dieu le veut bien. Merci à vous. Merci et bonne journée. À très bientôt.